Imagine que demain matin tu te réveilles et découvres qu'un montant de 86 400 réais a mystérieusement été déposé sur ton compte bancaire. Chaque jour, sans faute, cette même somme apparaît à nouveau. Mais il y a une règle. L'argent non utilisé à la fin de la journée disparaît. Pas d'épargne, pas d'investissement, pas de transfert. Tu l'utilises ou tu le perds. Combien de temps te faudrait-il pour changer ta routine, tes habitudes, ta vie, afin de ne gaspiller ne serait-ce qu'un seul centime? Maintenant, remplace réel par seconde. C'est ta vie. Chaque jour, tu reçois 86 400 secondes. Un dépôt de temps, invisible mais absolument réel. Et pourtant, nous le traitons comme s'il n'avait aucune valeur. Sénèque, le philosophe stoïcien romain qui écrivait sur la brièveté de la vie en observant Rome brûler de l'intérieur, l'avait compris bien avant nous. Les hommes sont économes avec leurs biens matériels, mais prodigues avec la seule chose qu'ils devraient garder avec une avarice sacrée, le temps. Pour lui, gaspiller son temps, c'est une forme lente et socialement acceptée de suicide. Et le plus terrifiant, la majorité d'entre nous commet ce suicide tous les jours, en souriant. La question n'est pas de savoir si la vie est courte. La vie, comme le disait Sénèque, semble courte à ceux qui la gaspillent. Mais pour ceux qui la vivent pleinement, elle est vaste. C'est ici que commence notre voyage, pas par une alarme de motivation, mais par un appel à la conscience. Parce que peut-être pour la première fois depuis longtemps, tu vas vraiment réfléchir à ce que tu fais de tes journées, ces fragments d'éternité que tu ne pourras jamais récupérer. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu paniques en perdant de l'argent, mais ne soupires même pas en perdant tout un après-midi à faire défiler un écran? As-tu remarqué comme nous protégeons nos biens? Mots de passe sur le téléphone, serrure à la porte, assurance sur la voiture, mais laissons n'importe qui empiéter sur notre temps. Un appel inutile, une invitation qu'on accepte sans envie, un rendez-vous qu'on prend par peur de dire non. Petit à petit, oui. Après oui, nous donnons notre temps aux autres, sans même nous en rendre compte. Le temps est devenu la nouvelle ordure du monde moderne. On le jette sans réfléchir, et on s'en rend compte seulement quand le camion poubelle est déjà passé. Arrête-toi un instant. Rappelle-toi la dernière fois que tu as regardé l'heure et dit « Déjà 17 heures, la journée a filé ». Et maintenant, essaie de te souvenir de ce à quoi tu as vraiment consacré ce temps. Pas ce que tu as fait, mais ce que tu as vécu. Tu y arrives. La vérité brute, c'est que beaucoup d'entre nous ne vivent pas le temps, ils le remplissent. Comme si chaque seconde était une pièce sans valeur et que seuls les moments de plaisir ou les grands événements méritaient d'être retenus. Mais le temps n'est pas neutre, il ne s'accumule pas, il n'attend pas, il ne négocie pas, il passe. Et quand tu te retournes, tu ne vois que ce que tu as fait de lui ou ce que tu n'as pas fait. Imagine que tu marches dans la rue et que tu vois un homme jeter des liasses de billets dans une bouche d'égout. 1000 réais ici, 2000 là. Sans honte, sans hâte. Tu ne le traiterais pas de fou, d'irresponsable. Et pourtant, c'est exactement ce que nous faisons tous les jours, lorsque nous offrons nos heures précieuses aux distractions, aux obligations inutiles, aux conversations creuses, aux routines automatiques que nous n'avons même pas choisies. Nous sommes radins avec l'argent, mais prodigues avec le temps. Pire encore, nous vivons avec l'illusion que plus tard est garanti. Comme si nous avions un solde illimité de jours. Je verrai ça plus tard. Je m'occuperai de moi plus tard. Je lui dirai que je l'aime plus tard. Je vivrai plus tard. Et s'il n'y avait pas de plus tard? As-tu déjà pensé que le temps est la seule ressource qui, contrairement à l'argent, ne peut jamais être regagnée? Même la médecine la plus avancée, même tout l'or du monde, même le génie technologique le plus brillant ne pourra jamais te rendre la seconde qui vient de passer pendant que tu lisais cette phrase. Le temps perdu est la seule perte sans plan de récupération. Sénèque écrivait « Tu vis comme si tu étais mortel en tout, sauf en ce qui concerne le temps. Tu crains la mort comme si elle était lointaine, mais tu agis comme si le temps était infini. » Il existe un type de gaspillage encore plus dangereux, celui qui semble utile, cette productivité qui sert uniquement à faire tourner la machine, ce
travailler pour payer les factures qui occupent tous tes jours mais ne te laissent aucun instant de vie. Le rythme frénétique du monde moderne nous a appris à mesurer la valeur en productivité, mais a oublié de nous apprendre à la mesurer en présence. Et alors surgit la question qui change tout. Es-tu occupé ou es-tu en train de vivre? Ne confonds pas mouvement et direction. Ne confonds pas occupation et sens. Ne confonds pas routine et existence. Il est possible de remplir chaque jour de tâches sans vivre aucun d'eux. Sénèque ne condamnait ni le travail, ni l'effort, ni la routine. Ce qu'il dénonçait, c'était l'inconscience. Le fait que la plupart des gens traversent la vie en dormant éveillés, en pilote automatique. Ils s'occupent de vivre, mais sans vraiment vivre, dit-il. Et puis ils meurent, souvent avant même d'avoir réalisé qu'ils étaient vivants. Tu sais ce que fait un condamné à mort pendant ces derniers jours? Il observe. Chaque détail, chaque brise, chaque rayon de soleil, chaque visage, parce qu'il sait que chaque moment compte, parce qu'il sait que c'est peut-être le dernier. Et si nous étions tous, d'une certaine façon, en train de vivre notre dernier instant, sans le savoir, c'est là le véritable appel de Sénèque. Vivre chaque jour comme un cadeau précieux, et non comme un fardeau que l'on supporte jusqu'aux prochaines vacances. Vivre comme si le temps était un coffre-fort, et non une poubelle. Combien de fois as-tu dit « j'aimerais avoir plus de temps » ? Combien de fois as-tu soupiré « si j'avais plus de temps, je ferais ceci ou cela » ? Et si le problème n'était pas la quantité de temps, mais ce que tu fais avec celui que tu as déjà? Il ne s'agit pas de faire plus, il s'agit de faire mieux. Il s'agit de vivre avec intention et non par inertie. Sénèque ne parle pas aux retraités ni aux philosophes en toge. Il te parle à toi, à l'employé fatigué qui compte les minutes jusqu'au week-end, à l'étudiante qui a peur de rater l'avenir sans voir qu'elle perd le présent, à l'entrepreneur qui croit qu'il sera heureux après le prochain objectif, au père qui dit qu'il jouera avec son enfant dès qu'il aura le temps. Et le temps, il file. Silencieux, discret. Pendant que tu dis juste un dernier email, le temps dit juste un jour de plus. Et il emporte ta jeunesse, ton énergie, tes rêves. Mais il existe une échappatoire, la conscience, l'acte radical de prêter attention, voir le temps comme le trésor qu'il est, surveiller chaque minute comme un diamant, dire non à ce qui n'a pas d'importance et oui à ce qui fait vibrer ton âme. Parce que la vie n'est pas un marathon avec une ligne d'arrivée à la fin. La vie se compose de maintenant, de 1000 petits maintenant, et chacun d'eux est ta seule chance d'être vraiment vivant. Alors, la question que Sénèque laisserait résonner dans tes oreilles à la fin de cette réflexion ne concernerait pas le temps, elle te concernerait toi. Si le temps est la seule chose qui t'appartienne vraiment, pourquoi continues-tu à le donner aux autres comme s'il ne valait rien? As-tu la réponse? As-tu déjà eu cette sensation que ta vie est en mode pause? Comme si le présent n'était qu'un couloir étroit entre ce que tu as déjà fait et ce que tu feras un jour, pour de vrai? La plus grande tragédie, ce n'est pas de mourir jeune. C'est d'arriver à 70 ans et de réaliser que tu n'as fait qu'exister, sans jamais vraiment vivre, que tu as passé des décennies à te préparer pour un moment qui n'est jamais venu, que tu as repoussé ton bonheur comme on réserve une vaisselle précieuse pour un invité spécial, qui n'est jamais arrivé. Il y a 2000 ans, Sénèque avertissait déjà « La vie est assez longue, et une portion généreuse nous a été donnée pour les plus grandes réalisations, si elle est bien utilisée. » Mais ce n'est pas le cas. Ce ne l'est plus, pas pour nous. Nous vivons comme des marathoniens coincés dans un échauffement sans fin, des années à nous préparer à vivre. Mais quand, exactement, est-ce qu'on commence vraiment à vivre? Pense à combien de fois tu as dit ou entendu des phrases comme « Une fois mon diplôme en poche, la vraie vie commencera. Quand j'aurai ce job, tout ira mieux. Dès que j'aurai ma maison, ma routine sera plus sereine. Quand je serai à la retraite, je pourrai enfin penser à moi. » Mais, et si ce quand n'arrivait jamais? Connais-tu quelqu'un qui avait prévu de voyager après la retraite, mais qui est mort 1 an avant? Quelqu'un qui disait vouloir écrire un livre une fois à la retraite, et qui a perdu la lucidité avant d'écrire une ligne?
quelqu'un qui comptait profiter de ses enfants après avoir assuré son avenir, et qui les a vus grandir sans même s'en rendre compte. Ces histoires ne sont pas rares. Elles sont partout, invisibles mais omniprésentes. Et le plus cruel, c'est qu'on ne réalise même pas qu'on est pris dans ce piège, parce qu'on est toujours occupé par des tâches, par des factures, par des obligations, par des échéances, comme si tout cela était le juste prix à payer pour une vie qui serait à venir. Mais Sénèque pose une question brutale. Et si cette vie n'arrivait jamais? Combien de personnes connais-tu qui regrettent d'avoir été trop heureuses dans le présent? Aucune. La plupart regrettent de ne pas avoir vécu pendant qu'ils le pouvaient, de ne pas avoir voyagé tant qu'ils avaient la santé, de ne pas avoir osé dire « je t'aime » tant qu'il était encore temps, de ne pas avoir dansé sous la pluie, dit oui à une invitation spontanée, pris une année sabbatique ou simplement appris à respirer sans culpabilité. Et cela vaut pour moi et pour toi. Je me souviens d'une collègue, Marianne, une professionnelle exemplaire. Elle planifiait ses journées avec une précision chirurgicale. Elle économisait, elle accumulait ses jours de congé, elle repoussait ses envies. Puis, un jour, à 39 ans, elle a appris qu'elle avait un cancer rare. Quand le médecin l'a reçue à l'hôpital, il a été clair. Il vous reste quelques mois. Elle n'a pas pleuré. Elle est restée silencieuse. Mais quelques jours plus tard, entre deux rendez-vous médicaux, elle m'a dit « Tu sais ce qui me fait le plus mal? Ce n'est pas la maladie. C'est de réaliser que j'ai vécu comme si la vie était une répétition. Et maintenant que le spectacle se termine, je ne suis même jamais monté sur scène. » Cette phrase ne m'a jamais quitté. Et la vérité, c'est que beaucoup d'entre nous vivent exactement comme ça, en répétition, comme s'ils attendaient encore, ajustaient leur costume, sans voir que le temps du spectacle, c'est maintenant, et qu'il ne se rejouera pas. Voilà pourquoi Sénèque défend une posture radicalement opposée à la culture du plus tard. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier, pas dans l'irresponsabilité, mais dans la présence, dans la conscience. Il disait « Celui qui planifie chaque jour comme si c'était le dernier ne craint ni ne désire le lendemain. » Une philosophie simple mais révolutionnaire. Ne vis pas pour te préparer à vivre. Vis maintenant. Vis à partir de maintenant. Mais comment faire? Il ne s'agit pas de tout plaquer et de partir vivre une vie bohème. Il ne s'agit pas d'abandonner ses enfants ou de vendre ses biens pour partir à Bali. Il s'agit de ne plus reporter ce qui compte vraiment, de ne plus traiter la joie, l'amour, la santé mentale et l'authenticité comme des récompenses futures, mais comme des priorités du présent. Par exemple, si tu travailles de 9 h à 18 h et que tu penses que le bonheur ne viendra que pendant les vacances, alors le problème n'est pas ton travail, c'est ta logique de vie. On peut être heureux dans des petits instants, un petit déjeuner en pleine conscience, un trajet avec de la bonne musique et la fenêtre ouverte, un compliment sincère dans le chaos du quotidien, un déjeuner hors du bureau, 10 pages d'un bon livre le soir, un appel avec un simple « je t'aime ». Ce ne sont pas les grandes occasions qui construisent une vie pleine, ce sont les petits détails, mais nous vivons engourdis. Pourquoi? Parce que le futur rend accro. Le futur est une drogue dure, parce que tout y est possible. Dans le futur, on est mince, riche, heureux, organisé. On a le temps, la santé, la paix. Mais ce futur est une illusion. Et plus on court vers lui, plus le présent s'efface. L'illusion du un jour coûte à des millions de gens leur aujourd'hui. Sénèque était un homme pratique. Et c'est fascinant de voir à quel point son message est actuel. On vit à l'époque des agendas, des apps de productivité, des objectifs à 5, 10, 20 ans. Et ce n'est pas mauvais en soi. Le problème, c'est quand le plan devient une manière de fuir le moment présent. Tu dois planifier un avenir meilleur, mais jamais au prix de la lente agonie du présent. Souviens-toi, il n'y a rien de plus inutile que de se préparer parfaitement pour une vie qui n'arrivera peut-être jamais. Et c'est là que se trouve le conflit le plus silencieux de notre époque. Nous sommes une génération qui court sans direction, qui agit sans ressentir, qui cherche sans vivre. Et quand on s'arrête,
on se rend compte qu'on n'a fait que construire le décor sans jamais jouer. Alors je te pose la question sincèrement. Est-ce que tu vis ou est-ce que tu te prépares à vivre? Est-ce que tu goûtes tes journées ou est-ce que tu les supportes? Est-ce que tu te donnes le droit d'être heureux maintenant ou est-ce que tu attends que tout soit enfin parfait? Et qu'est-ce que ça veut dire, tout parfait? Si c'est l'argent, on en veut toujours plus. Si c'est le corps, on peut toujours l'améliorer. Si c'est la stabilité, elle n'existe pas. Si c'est l'approbation des autres, alors peut-être qu'il faut regarder à l'intérieur, car il y a une vérité que la philosophie nous oblige à affronter. La vie que tu as est la seule qui existe. Il n'y a pas de version bêta, pas de plan B, pas de seconde chance. Le maintenant est tout ce que tu as. Sénèque, dans sa sagesse stoïcienne, offre une image limpide. Le temps est comme un fleuve, il coule, toujours. Et tout comme un voyageur perdu dans le désert ne doute pas en voyant de l'eau, tu ne devrais pas hésiter à boire le présent à pleine vie. Alors je te demande, vas-tu continuer à attendre le bon moment? Ou vas-tu réaliser que ce moment, c'est maintenant? Peut-être que tu attendais un signe, peut-être que cette vidéo est ton signe, peut-être que tu attendais le courage. Et si ce courage était déjà là, caché en toi, prêt à surgir si tu arrêtes d'attendre? Si quelque chose t'a touché aujourd'hui, ne l'ignore pas. Lève-toi, reprends ce projet oublié. Appelle cette personne que tu aimes, va marcher, respire, écris cette lettre, lis ce livre. Commence, aujourd'hui, maintenant, parce que la vie se passe en ce moment même, et elle n'attend pas. Si ce message t'a fait réfléchir, c'est qu'il y a encore en toi une foi dans le pouvoir du présent. Et c'est pour cela que je t'invite à nous rejoindre dans cette aventure. Ici, sur cette chaîne, nous explorons des idées qui ne sont pas faites pour être juste écoutées, mais vécues. Si tu veux plus de contenu comme celui-ci, profond, direct, avec du sens, abonne-toi maintenant. Active la cloche, aime cette vidéo et partage-la à quelqu'un qui attend aussi de vivre. Peut-être que tu seras l'élan dont il a besoin. Parce que la vie, la vraie vie, commence quand on arrête de repousser. Et toi, tu choisis de vivre maintenant ou d'attendre encore? T'es-tu déjà regardé dans le miroir et demandé à qui appartient la vie que je suis en train de vivre? C'est une question dangereuse, non pas parce qu'elle est difficile à répondre, mais parce que si on y répond avec sincérité, tout peut changer, et c'est peut-être pour ça qu'on l'évite. Sénèque n'avait pas peur de cette question. Au contraire, il en faisait le centre de sa philosophie. Vivre pour lui, ce n'était pas simplement respirer. Ce n'était pas juste être occupé, ni remplir ses devoirs ou vieillir. Vivre, c'était habiter pleinement sa propre existence, être chez soi, dans son âme. Et toi, est-ce que tu vis ta vie? Ou est-ce que tu joues un rôle dans un scénario qu'on a écrit pour toi? Peut-être que tu crois que cela ne te concerne pas. Après tout, tu paies tes factures, tu as un emploi stable, un logement confortable, peut-être même une famille. Bravo. Mais est-ce que cela signifie vivre ou simplement fonctionner? Tu te lèves, tu travailles, tu manges, tu dors. Tu te lèves, tu travailles, tu manges, tu dors. Et quand tu t'arrêtes une seconde, tu ressens un vide que tu n'arrives pas à expliquer. Un silence à l'intérieur, une absence de sens qui dérange, mais que tu étouffes rapidement avec plus de travail, plus de tâches, plus de distractions. Pourquoi tant de gens font-ils tant de choses, mais ressentent si peu? Sénèque disait, il ne faut pas croire qu'un homme a vécu longtemps parce qu'il a des cheveux blancs et des rides. Il n'a pas beaucoup vécu, il a juste été longtemps dans le monde. Cette phrase est un choc. Elle t'oblige à cesser de confondre durée de vie et profondeur d'existence. Et si je te disais qu'il existe des jeunes de 25 ans qui ont plus vécu que des hommes de 80? Et si je te disais que quelqu'un peut passer toute sa vie à atteindre des objectifs sans jamais comprendre pourquoi? C'est là que tout commence à changer. Réfléchis, combien de tes choix sont vraiment les tiens et combien ne sont que des répétitions de ce qu'on t'a dit être juste? Le cursus, le mariage, la carrière, le style vestimentaire, le type de maison, la façon de sourire. Combien de ces choses as-tu vraiment choisi et combien as-tu accepté parce que c'est ce qu'on attendait de toi?
Combien de fois as-tu dit oui alors que tu voulais crier non? Combien de fois t'es-tu tu pour ne pas paraître bizarre, ingrat, différent? Combien de fois as-tu étouffé un rêve légitime pour rentrer dans le moule des attentes des autres? Et combien de ces attentes as-tu même pris la peine de remettre en question? Il y a des gens qui passent des décennies entières dans des boulots qu'ils détestent, avec des personnes qu'ils n'aiment pas, dans des villes où ils ne se sentent pas chez eux, simplement par peur de rompre avec ce qui semble normal, par peur de paraître ingrat, de décevoir les parents, les enfants, le conjoint, le patron, les voisins, l'algorithme. Mais et toi dans tout ça? La prison la plus cruelle est celle où l'on croit être libre. Et la plus efficace, c'est celle qui nous occupe. Se réveiller chaque jour avec plein de choses à faire peut sembler signe de vie, jusqu'à ce qu'on réalise qu'on survit sur pilote automatique. Vivre pour soi, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une responsabilité. C'est une honnêteté radicale. C'est reconnaître que ta vie ne peut être vécue par personne d'autre et que cela demande des choix réels, difficiles, inconfortables, mais libérateurs. Tu te souviens de la dernière fois où tu as fait quelque chose juste parce que tu en avais envie, pas parce que tu en avais l'obligation? Un loisir, une promenade, une formation, un déménagement, un silence, un oui sincère ou un non courageux? Et non, je ne parle pas de tout quitter pour vivre comme un moine dans les montagnes. Je parle de reprendre la direction de ta vie, même si elle reste pleine de routine. Vivre pour soi, c'est découvrir ce qui compte vraiment au milieu du chaos et avancer vers cela, même si c'est un pas à la fois. Mais comment savoir ce qui compte vraiment? Sénèque propose un exercice simple, mais implacable. Si tu n'avais plus qu'une année à vivre, que changerais-tu maintenant? Cet exercice enlève les masques, parce que tu connais déjà la réponse, et tu sais que tu peux commencer à changer. La vraie question, c'est, vas-tu le faire? Certaines personnes disent qu'elles changeraient tout, leur travail, leur ville, leurs relations, leur emploi du temps, leur rapport au temps. Mais si tu as besoin de la menace de la mort pour commencer à vivre, n'es-tu pas déjà en train de mourir un peu chaque jour? La vérité, c'est que vivre pour soi demande du courage, et le monde entier semble ligué contre ce courage. Parce que dès que tu commences à bouger vers ton authenticité, l'environnement réagit. Certaines personnes vont s'éloigner, d'autres vont critiquer, certaines vont tenter de te ramener à l'ancienne version de toi-même. Mais il y a une chose qu'elles ne pourront jamais faire, vivre ta vie à ta place. C'est pourquoi tu dois te rappeler, à la fin, personne ne paiera le prix de ton existence à ta place. Personne ne s'allongera sur ton lit de mort. Personne ne tiendra ta main pour te dire « Laisse, je regretterai à ta place ». Sénèque le savait. C'est pour cela qu'il écrivait comme il écrivait. C'est pour cela qu'il parlait de la mort sans peur, non comme une fin effrayante, mais comme un miroir qui révèle si l'on vit ou si l'on se cache. Et si tout cela te semble dur, c'est parce que ça l'est, mais c'est aussi libérateur. Parce qu'à partir du moment où tu comprends que vivre pour soi est un acte de présence et non d'ego, un cheminement de sens et non de vanité, tu arrêtes de demander la permission, tu arrêtes de supplier pour de la validation, et tu commences enfin à habiter ton corps, à respecter tes cycles, à honorer tes désirs et à construire petit à petit une vie qui t'appartient vraiment. Une vie qui naît de l'intérieur, pas celle qui t'est imposée de l'extérieur. Et quand tu fais ça, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le temps devient dense, les jours prennent de la texture, les conversations prennent de la couleur, les détails redeviennent importants, parce que maintenant, tu es là, entier, présent, vivant. Et tout ça commence par une décision simple, mais révolutionnaire. Arrêter d'exister pour les autres et commencer à vivre pour soi. Alors aujourd'hui, maintenant, devant cet écran, le cœur ouvert et le temps qui file, je te pose la question. À qui appartient la vie que tu es en train de vivre? Et si la réponse n'est pas encore la mienne, alors il est peut-être temps de recommencer. As-tu déjà remarqué que la vie semble toujours commencer lundi? La semaine prochaine, tu te lèveras plus tôt. Lundi prochain, tu changeras ton alimentation. Le mois prochain, tu commenceras ce vieux projet. Bientôt,
Tu seras plus organisé, plus concentré, plus toi-même. Bientôt, toujours bientôt. Mais la vérité est brutale. Le lendemain que tu attends n'existe pas. Ce n'est qu'un écho, une promesse vide. Et si tu t'appuies constamment dessus, tu es déjà en train de perdre la seule chose que tu possèdes, le présent. Sénèque voyait cela avec une clarté implacable. Il ne parlait pas de procrastination avec le ton léger d'un mème de productivité ou d'un poste de motivation en écriture cursive. Pour lui, procrastiner, c'était abandonner sa propre vie, une manière lente et silencieuse de cesser d'exister, parce qu'il ne s'agit pas seulement de remettre des tâches à plus tard, il s'agit de se remettre soi-même à plus tard. Et le pire, on fait ça tous les jours. Tu connais cette sensation d'être fatigué avant même que la journée ne commence, comme si ta propre vie t'épuisait. Ce n'est pas l'excès d'obligation qui t'épuise. C'est l'accumulation de tout ce que tu sais que tu devrais faire, mais que tu ne fais pas. Le poids de la procrastination ne réside pas dans ce qui a été fait, mais dans ce qui a été négligé. Et plus on néglige, plus on s'éloigne de soi-même. Mais pourquoi fait-on ça ? Pourquoi remettons à plus tard ce qui compte vraiment ? Pourquoi échange-t-on l'essentiel contre l'urgent, le précieux contre le confortable, ce qui construit l'avenir contre ce qui engourdit le présent ? La réponse se trouve dans un piège invisible. L'esprit aime le confort de l'instant, même si ce confort coûte le lendemain. La psychologie appelle cela l'incohérence temporelle. Tu sais que réviser aujourd'hui profitera à ton moi futur. Tu sais que faire du sport maintenant te donnera plus de santé. Tu sais qu'écrire une page par jour pourrait te donner un livre dans un an. Et pourtant, tu ne le fais pas. Tu choisis le canapé, le téléphone, le cycle infini de « encore 5 minutes ». Pourquoi ? Parce que le cerveau, cette machine de survie millénaire, est programmée pour les récompenses immédiates. Il veut du plaisir maintenant. Et tout ce qui ressemble à de l'effort, de l'inconfort ou à de l'attente, il le rejette. Même si cela pourrait te sauver plus tard. Et c'est là que Sénèque entre avec une idée puissante, comme si elle avait été écrite pour le XXIe siècle. Premeditatio malorum, prévoir les malheurs, anticiper les obstacles, visualiser de façon claire et réaliste tout ce qui pourrait mal tourner avant de commencer. Ça semble négatif, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'est libérateur. Parce que la majorité des gens échouent non pas par manque de capacité, mais par manque de préparation émotionnelle face aux obstacles. Ils commencent en pensant que ce sera facile, que la motivation durera, qu'il n'y aura pas de douleur, de peur, de fatigue, de doute. Et quand tout cela surgit, et ça surgit toujours, ils abandonnent. Sénèque enseigne le contraire. Attends-toi à l'inconfort, prépare-toi à la résistance, anticipe l'échec partiel et avance quand même. Avant d'écrire ce texte, je savais déjà que mon esprit allait vouloir fuir à un moment donné, qu'il allait inventer des excuses, qu'une notification allait apparaître, que l'ennui allait essayer de me convaincre de remettre à plus tard. Mais je m'étais préparé, je l'avais vu venir et j'ai choisi de rester. Et toi, comment fais-tu face à tes ennemis invisibles? As-tu déjà remarqué que ta procrastination suit un schéma, qu'elle revient toujours de la même manière? Peut-être que tu repousses toujours les conversations difficiles ou que tu évites de commencer de grands projets. Peut-être que tu prends plaisir à planifier, mais que tu ne passes jamais à l'action. Peut-être fais-tu partie de ceux qui achètent des livres, mais ne les lisent pas. La vérité, c'est qu'il y a une raison émotionnelle derrière chaque report. La peur, l'anxiété, le perfectionnisme, de vieilles croyances. Des voix que tu traînes depuis l'enfance et qui disent « tu n'es pas assez bon, tu n'y arriveras pas, mieux vaut ne pas essayer ». Mais tu sais ce qui est encore plus cruel? Chaque fois que tu procrastines, tu donnes raison à ces voix. Tu te dis « elles avaient raison ». Et c'est là que le changement commence. Quand tu choisis de faire face à l'inconfort comme faisant partie du processus. Quand tu comprends qu'il n'y aura jamais de moment parfait, que tu commenceras avec la peur, le doute, la paresse, et que c'est OK. L'important, c'est de commencer. Sénèque avait une phrase pour ça. Pendant que nous perdons du temps à hésiter, la vie passe.
Inutile d'attendre la motivation. La motivation est un visiteur instable. Ce dont tu as besoin, c'est d'un système, d'un rituel, d'une décision rationnelle prise à l'avance, avant que l'émotion ne prenne le dessus. Un exemple? Disons que tu veux te lever tôt pour faire du sport. Ne fais pas confiance à ton toi du matin. Il sabotera tout. Tu dois agir avec ton toi du soir. Prépare tes vêtements. Mets ton réveil loin du lit. Visualise la fatigue, le froid, l'envie d'abandonner et engage-toi à te lever quand même. C'est ça, la premeditatio malorum en pratique. Un autre exemple, tu veux écrire un projet. Avant de t'asseoir, écris sur une feuille. Je vais probablement vouloir me lever plusieurs fois, vérifier mon téléphone, changer d'onglet, je le sais, mais je resterai assis 45 minutes avant toute pause. Anticiper, c'est le pouvoir. Et le plus beau, quand tu commences à vaincre les petits élans impulsifs, tu commences à avoir confiance en toi. Ton estime ne dépend plus des éloges extérieurs. Elle se nourrit de ton intégrité personnelle. Tu deviens quelqu'un qui tient les promesses qu'il se fait à lui-même. Et cela change tout, mais il y a une dernière embuscade, un ennemi plus subtil. On l'appelle l'optimisme paralysant. C'est quand tu te convaincs que tout ira bien, sans rien faire maintenant. Tu connais cette voix qui te dit « T'inquiète pas, tu vas y arriver, il reste du temps ». C'est faux. C'est du sabotage déguisé en espoir. C'est du poison au goût de calmant. Le temps que tu penses avoir n'est qu'une supposition. L'opportunité que tu attends pourrait ne jamais revenir. La fenêtre que tu crois ouverte pourrait se refermer sans prévenir. Et ce n'est pas pour te faire peur, c'est pour te réveiller. Sénèque savait que la mort est la seule certitude. Mais, ironiquement, ce n'était pas un philosophe de la mort. C'était un philosophe de la vie. Parce que seul celui qui comprend la finitude du temps peut vivre pleinement le présent. Alors maintenant que tu sais ça, que vas-tu faire? Tu vas continuer à attendre le moment parfait ou tu vas le créer? Tu vas encore laisser tes impulsions gagner ou tu vas prévoir ta victoire à l'avance? Tu vas juste être ému par ces mots ou tu vas en faire un tournant dans ta vie? La décision t'appartient et elle commence maintenant. En 1960, une expérience psychologique a changé à jamais notre compréhension de l'esprit humain. Elle est devenue célèbre sous le nom de test du marshmallow. Un groupe d'enfants, âgés de 4 à 6 ans, a été placé seul dans une pièce. Sur la table, un seul marshmallow. L'instruction était simple. Si tu ne manges pas ce marshmallow pendant 15 minutes, tu en recevras un deuxième. Mais si tu le manges avant, il n'y en aura pas d'autre. Ce qu'on testait réellement, ce n'était pas la résistance infantile, mais notre capacité à différer une gratification immédiate pour une récompense future plus grande. Des décennies plus tard, les chercheurs ont suivi le parcours de ces enfants. Le résultat? Dévastateur. Ceux qui avaient réussi à attendre le second marshmallow avaient en général une vie plus stable, de meilleurs résultats scolaires, une meilleure santé physique et mentale. Ceux qui avaient cédé à l'impulsion ont rencontré plus de difficultés dans presque toutes les sphères de la vie. Maintenant, sois honnête. Combien de marshmallows as-tu déjà mangé trop tôt? Combien de fois as-tu abandonné un projet prometteur simplement parce qu'il ne donnait pas de résultats immédiats? Combien de fois as-tu laissé tomber une routine d'études, de sport, d'écriture ou de méditation, simplement parce que tu ne ressentais aucun bénéfice tout de suite? Combien de fois t'es-tu convaincu que ce n'était pas pour toi, alors qu'en réalité, ce qui te manquait, ce n'était pas le talent, mais la patience? Il y a 2000 ans, Sénèque savait déjà ce que la science n'a confirmé que bien plus tard. Le plus grand ennemi du progrès, ce n'est pas l'incapacité, c'est l'impatience. Il disait « couper une action à mi-chemin est le plus grand gâchis de la vie ». Cela nous arrache chaque jour un morceau en nous promettant l'avenir et en nous volant le présent. Mais voici le paradoxe. Nous savons qu'il vaut la peine de continuer, de persévérer, de s'accrocher. Et pourtant, nous n'y arrivons pas. Pourquoi? Parce que notre cerveau est désespéré de recevoir une récompense immédiate. Et ce n'est pas ta faute, c'est la biologie. Ton cerveau a été façonné pendant des milliers d'années pour rechercher le plaisir immédiat et éviter la douleur.
Nos ancêtres ne pouvaient pas attendre 5 ans pour voir un résultat. Ils vivaient dans l'instant. Quand ils avaient faim, ils mangeaient. En cas de danger, ils fuyaient. Ils voyaient une opportunité. Ils la saisissaient. Le lendemain était incertain. La survie, c'était maintenant. Mais aujourd'hui, tu n'es plus dans une caverne. Tu es dans un bureau, une salle de classe, un appartement avec Wi-Fi, échéance et facture. Ton corps réclame encore une récompense immédiate, mais ta vie exige de la patience, une vision à long terme et une stratégie. La guerre est intérieure et constante. Arrête-toi un instant. Respire. Faisons une pause de conscience. Jusqu'ici, tu as compris. Le temps est ton bien le plus précieux. Vivre, c'est maintenant, pas plus tard. Ta vie doit t'appartenir, pas être le reflet des attentes des autres. La procrastination n'est pas une erreur technique, c'est un abandon émotionnel. Et maintenant, nous arrivons à la clé. La seule façon de dépasser cela, c'est de rendre le long terme irrésistible dès aujourd'hui. Mais comment faire ? Comment convaincre ton cerveau d'agir sans voir de résultats immédiats ? Comment transformer l'effort en quelque chose d'agréable maintenant, alors que la récompense n'arrivera que dans quelques mois ou quelques années? La réponse est simple et puissante. Associe une récompense émotionnelle immédiate au processus. Au lieu d'attendre la victoire pour célébrer, transforme chaque étape en une occasion de joie. Tu as écrit 500 mots aujourd'hui? Ne regarde l'épisode de ta série qu'après. Tu es allé à la salle de sport? Prends un long bain de 30 minutes avec ta musique préférée. Tu as médité pendant 10 minutes? Offre-toi un bon café. Tu as remboursé une dette? Célèbre avec un dîner symbolique. Pas de fuite, mais d'honneur. C'est ce qu'on appelle le habit stacking, ou l'empilement d'habitudes. Et c'est l'un des outils psychologiques les plus puissants qui soit. Tu lis ce qui est difficile à ce qui est plaisant. Tu conditionnes ton esprit à aimer la discipline. C'est presque comme tromper ton cerveau, en pleine conscience. Mais attention, ce n'est pas du chantage, ce n'est pas un troc, c'est une stratégie. C'est utiliser l'architecture de ton propre désir à ton avantage. Et mieux encore, cela crée une relation émotionnelle positive avec le processus, car quand tu associes l'effort au plaisir, tu commences à désirer l'effort. Tu connais ce sentiment. Être fatigué mais fier d'avoir tenu ta promesse envers toi-même, regarder ta journée et te dire « ce n'était pas facile, mais c'était ma journée ». C'est ça, une récompense émotionnelle immédiate. Et elle vaut plus que n'importe quel like, notification ou sucrerie volée. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais les réseaux sociaux utilisent déjà ce principe, à l'envers. Ils t'offrent du plaisir instantané sans aucun effort. Un clic, une vidéo, un emoji, un scroll. Ton cerveau adore ça. Mais au fond, tu te sens vide, parce que le plaisir sans mérite ne construit rien. Il endort, il remplit, il vide. Sénèque dirait « La récompense creuse n'élève pas l'homme, elle ne fait que le distraire de sa propre misère. » Mais la bonne nouvelle, tu peux utiliser cette même logique pour construire, créer, vivre avec sens. Tu veux écrire un livre? Associe chaque session d'écriture à une petite récompense sensorielle, un thé rare, une promenade, un mot doux écrit pour toi-même. Tu veux sortir des dettes? Chaque fois que tu résistes à une dépense impulsive, célèbre comme si tu venais de gagner de l'argent, car tu en as gagné. Tu as gagné du temps, du pouvoir. Tu veux manger plus sainement? Fais de chaque repas un rituel, avec de la musique, de la pleine conscience, de la gratitude. Que le sain devienne précieux, pas une punition. Et cela s'applique à tout. Une étude de l'université Duke a révélé que plus de 40% de nos comportements quotidiens sont des habitudes automatiques. Autrement dit, presque la moitié de ta vie est vécue en pilote automatique. Si tu ne reprogrammes pas ces schémas, ils vont continuer à te saboter. Et voici un fait inattendu. La plupart des gens qui disent détester la discipline n'ont en réalité jamais connu la vraie discipline. Ils ont connu la punition, les règles rigides, la restriction, mais pas la discipline authentique. La vraie discipline est libératrice. Elle te donne du pouvoir, une direction. Elle t'arrache à la tyrannie de l'impulsion et te remet les commandes. Elle fait de toi quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. Et tout cela commence en associant la bonne récompense au bon effort.
Alors maintenant, arrête-toi et réfléchis. Qu'est-ce que tu repousses parce que tu ne vois pas de résultats rapides? Quel plaisir pourrais-tu associer au simple fait de commencer? Quelle petite victoire pourrais-tu célébrer dès aujourd'hui? Et plus important encore, attends-tu le succès pour te sentir bien dans ta peau? Ou peux-tu te sentir bien dès maintenant simplement parce que tu as commencé? Car au bout du compte, la seule façon de construire un grand demain, c'est de vivre aujourd'hui avec intention, avec stratégie, avec sens. L'avenir ne te récompensera pas pour tes bonnes intentions. Il te rendra fidèlement tout ce que tu commences à bâtir à partir de maintenant. Imagine que tu es en train de mourir, pas à l'hôpital, pas dans un accident, mais lentement, silencieusement, au fil des décennies, une seconde à la fois. Et le plus cruel, ça ne fait pas mal, ça ne saigne pas, ça ne fait pas de bruit. C'est une mort socialement acceptée, invisible, parfois même encouragée, la mort par gaspillage du temps libre. Tu sais très bien de quoi je parle. Ce samedi que tu as grillé sur le canapé sans même te souvenir de ce que tu as regardé. Ce dimanche où l'ennui a gagné. Ces vacances qui se sont terminées avant d'avoir commencé. Ces soirées où la télé était allumée. Mais tu ne te souviens même plus de ce qui passait. Tu sais juste que le temps est passé et qu'il est parti avec elle. Réveille-toi. Ton temps libre n'est pas une pause. C'est un potentiel, et ce que tu en fais révèle qui tu es vraiment. Sénèque n'était pas contre le repos, il ne condamnait pas le plaisir, mais il mettait en garde contre une erreur qui ronge l'âme, confondre repos et distraction. Ce n'est pas que nous manquons de temps, écrivait-il, c'est que nous en perdons beaucoup. As-tu remarqué que tu travailles dur, que tu comptes les jours jusqu'au week-end, et quand il arrive, tu le laisses glisser entre tes doigts, et le lundi, tu reviens encore plus épuisé que tu ne l'étais le vendredi? Combien de fois as-tu utilisé ton temps libre pour t'anesthésier et non pour te régénérer? Et avant que tu ne dises « mais j'ai besoin de me détendre ». Oui, tu en as besoin, mais il y a une différence fondamentale entre se reposer et se fuir. Le repos te régénère. La distraction ne fait que repousser l'effondrement. Sénèque voyait le temps libre comme un cadeau que seuls les sages savent utiliser. Pas comme une pause, mais comme l'espace où commence la vraie vie. Parce que là, sans pressions extérieures, une question fondamentale surgit. Que fais-tu de ton temps quand personne ne te dit quoi faire? Et cette question révèle une vérité inconfortable. Beaucoup de gens s'acharnent à travailler parce qu'ils ne supportent pas d'être seuls avec eux-mêmes. Parce que le silence du temps libre révèle le vide que la course quotidienne tente de cacher. Et alors, ils se jettent sur n'importe quelle distraction. Séries, alcool, réseaux sociaux, potins, nourriture, sexe mécanique, achats compulsifs. Mais si le problème, ce n'était pas la distraction, et si le vrai problème, c'était que tu ne sais pas quoi faire de toi-même quand tu es libre, voilà la plaie. Et c'est pour cela que tant de gens se sentent prisonniers malgré leur liberté. Parce qu'ils ne savent pas comment utiliser leur temps pour construire quelque chose qui ait du sens. Une provocation. Prends le temps que tu as passé sur les réseaux sociaux pendant 12 mois. Transforme-le en heures, puis multiplie par 10 ans. Ce chiffre te fait peur, tu m'étonnes. Et maintenant le plus choquant, ces heures ne reviendront jamais. Tu aurais pu apprendre une nouvelle langue, écrire un livre, créer une entreprise, soigner ta santé, lire 100 bons livres, découvrir un nouveau pays, construire une nouvelle version de toi-même. Mais à la place, tu as regardé le temps mourir d'ennui. La vérité, c'est que le temps libre n'est pas juste un entre-deux. C'est le moment où tu te reconstruis, te réinventes, te retrouves. C'est le sol fertile où poussent les projets que personne ne t'a demandé de faire, mais qui te rappellent pourquoi tu es en vie. Sénèque le savait. Il voyait dans le temps libre le territoire le plus fertile pour la philosophie, l'art, l'introspection, la grandeur intérieure. Parce que personne ne se transforme en pleine course. La transformation exige de l'espace, du silence, de l'intention. Et cet espace, c'est ton temps libre. Mais attention, le monde moderne essaie de te le voler. Aujourd'hui, l'économie de l'attention est une machine à plusieurs milliards, conçue pour capturer chaque seconde que tu passes hors du travail.
L'algorithme ne dort jamais. Il sait exactement ce qui te fait scroller. Et il ne veut pas ton argent, il veut bien plus précieux, ta présence. Tu n'es pas le client, tu es le produit. Et plus tu consommes, moins tu crées. Voilà la nouvelle addiction, et la plus dangereuse de toutes. Parce qu'elle ne te détruit pas d'un coup, elle te vide lentement, elle t'abrutit par l'ennui, te remplit de stimulation, pour mieux t'affaiblir intérieurement. Tu sais très bien de quoi je parle. Tu l'as déjà ressenti. Ce week-end où tu as vu 12 épisodes d'une série et tu t'es senti triste ensuite. Cette nuit où tu es passé de vidéo en vidéo. Et soudain, il était minuit. Ce matin où tu voulais juste consulter un peu Instagram. Et il était déjà l'heure de déjeuner. Tu n'es pas seul, c'est conçu ainsi. Mais tu peux résister. Tu peux briser le cycle. Comment? En transformant ton temps libre en un pacte avec toi-même. Et cela ne doit pas être grandiose. Commence par 1 heure par semaine, 60 minutes où tu choisis d'utiliser ton temps en conscience, pour écrire, marcher, méditer, jouer d'un instrument, apprendre quelque chose, lancer un projet, reconnecter avec un proche ou simplement rester seul en silence. 1 heure, un rituel, un acte de rébellion contre le vide. Tu n'imagines pas ce que cela peut changer en 1 an. Respirons un instant. Peut-être que tu te dis « mais mon travail m'épuise déjà » ou « je n'ai pas l'énergie pour ça ». Et je comprends, je ne parle pas de charge, je parle de direction. Tu sais pourquoi? Parce qu'on peut être occupé toute la journée et ne pas avancer d'un pas. Ce que tu fais de ton temps libre, c'est ta vraie vie. Pas celle que les autres voient, celle que tu ressens quand tu poses la tête sur l'oreiller. Celle qui bat en toi pendant que tu regardes cette vidéo, ce malaise dans ta poitrine qui te dit « je pourrais faire plus avec ce que j'ai » et tu le peux. Tu n'as pas besoin d'attendre le week-end parfait, la maison rangée, l'humeur idéale, la paix totale. Cela n'arrivera jamais. Ce qu'il te faut, c'est un engagement avec toi-même, avec ton temps, avec ton âme. Sénèque disait « Celui qui consacre du temps à la philosophie, à la réflexion et à la contemplation ne fait pas que vivre, il étend la vie au-delà des limites de l'existence. » Il savait que le temps libre est là où les gens ordinaires se perdent et où les êtres extraordinaires se construisent. Et si tu penses que c'est une utopie, écoute bien ceci. Des études de l'American Psychological Association ont montré que les personnes qui utilisent une partie de leur temps libre pour des activités de développement personnel, comme la lecture, l'écriture, les projets créatifs ou le bénévolat, ont un niveau de bien-être plus élevé, un plus grand sentiment de sens et même une espérance de vie prolongée. Autrement dit, il ne s'agit pas de faire plus, il s'agit de faire mieux, de vivre avec plus de présence, plus d'intention, plus de vérité. Et cela commence quand tu regardes ton temps libre non comme une fuite, mais comme une chance d'exister pleinement. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire de ton prochain samedi après-midi? Le répéter comme les 20 derniers, ou l'utiliser pour faire le premier pas dans une direction qui compte vraiment. Et si quelqu'un vous disait que vous avez exactement 31 536 000 secondes cette année pour tout changer, qu'en feriez-vous? Vous le noteriez? Vous l'ignoreriez, vous en ririez, ou vous inspireriez profondément et, pour la première fois depuis longtemps, vous regarderiez l'horloge avec un poids différent, parce que c'est exactement ce que vous avez, une année, un cycle, un souffle, qui peut n'être qu'un de plus ou le tout premier d'une vie entièrement nouvelle. Voici la vérité que personne ne vous dit, le temps ne revient pas, mais vous, si. Vous pouvez revenir à vous-même, revenir à vos projets, revenir aux conversations que vous avez fuies, revenir au corps que vous avez abandonné, revenir à l'âme que vous avez fait taire, revenir au but que vous avez oublié. C'est de cela qu'il s'agit ici. Ce n'est pas un sermon, ce n'est pas une vidéo de développement personnel déguisée en philosophie. C'est un rappel, une vérité brute, mais simple. Vous êtes encore à temps. Et cela, c'est peut-être la phrase la plus puissante que quelqu'un puisse entendre. Vous êtes encore à temps. Il est encore temps de faire la paix avec quelqu'un. Il est encore temps de terminer ce que vous avez commencé. Il est encore temps de commencer ce que vous avez toujours repoussé.
Il est encore temps de vivre la vie que vous disiez vouloir vivre dès que tout serait en place. Il est encore temps d'aimer, de pardonner, de recommencer. Mais ce temps n'est pas infini. Et cette conscience est à la fois un coup de poing et une étreinte. C'est le coup de poing de l'urgence et l'étreinte de la lucidité. Sénèque le savait quand il écrivait que ce n'est pas la mort qui nous vole la vie, c'est le report. Il ne craignait pas la fin, il craignait la possibilité de ne jamais avoir commencé. Et vous, avez-vous vécu comme si vous aviez du temps à revendre ou comme si vous saviez que la vie est un prêt à court terme, sans date d'échéance annoncée? Soyons honnêtes, nous nous mentons à nous-mêmes tout le temps. Nous disons « je n'ai pas le temps », alors qu'en réalité, nous avons peur. Nous disons « ce n'est pas le bon moment », alors qu'en réalité, nous cherchons la perfection là où il n'y a que mouvement. Nous disons « je le ferai plus tard », alors qu'au fond, nous savons que « plus tard » est juste un code élégant pour jamais. Combien de promesses avez-vous empilées dans le grenier du « plus tard » ? Combien de talents avez-vous enterrés vivants? Combien de personnes que vous aimez n'en ont toujours rien su? Combien de matins avez-vous gaspillé à scroller sur votre téléphone et de soirées noyées dans des distractions? Combien de dimanches passés à rêver du lundi parfait? Et combien de lundis passés à attendre le week-end? Vous savez ce que cela révèle? Que beaucoup d'entre nous sont vivants, mais en pause, en mode snooze. Et la tragédie n'est pas de mourir jeune, c'est de vivre avec peur. Sénèque, s'il était ici, ne vous dirait pas de lire un autre livre. Il vous poserait une seule question. Si aujourd'hui était votre dernier jour, le vivriez-vous comme vous êtes en train de le faire? La réponse ne l'intéresse pas, lui. Elle vous concerne, vous. Parce que si la réponse est non, alors vous avez une mission. Et elle commence maintenant. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Vous n'avez pas besoin de devenir une autre personne demain. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit, à qui que ce soit. Mais vous devez arrêter de faire semblant que le temps ne compte pas. Vous devez cesser de confier votre vie au futur. Vous devez, de toute urgence, vous regarder droit dans les yeux et demander, si pas maintenant, alors quand? Parce qu'il y a un gouffre entre vivre et passer dans la vie. Vivre, c'est regarder chaque heure comme un fragment d'éternité. Vivre, c'est mettre de l'intention jusque dans les silences. Vivre, c'est se relever même quand c'est lourd. Vivre, c'est choisir chaque jour de ne pas gaspiller ce que l'univers vous a donné de plus précieux, la conscience. Vous avez remarqué? C'est la seule chose que vous possédez vraiment. Vous ne contrôlez pas les autres, vous ne contrôlez pas le temps, vous ne contrôlez pas la mort, mais vous contrôlez ce que vous faites du présent. Et c'est pour cela que le maintenant est tout. Le maintenant est la fissure entre ce qui a été et ce qui sera. C'est le seul endroit où vous pouvez être celui ou celle que vous êtes venu être. C'est là que le courage naît, que la peur est affrontée, que le choix a lieu. Et c'est ici, dans ce maintenant, que je vous demande, ne laissez pas ceci être juste une vidéo de plus. Ne laissez pas ce moment se transformer en une belle intention oubliée demain matin. Likez cette vidéo, non pas par vanité, mais parce que cela permet qu'elle touche ceux qui en ont besoin. Abonnez-vous à la chaîne, non par obligation, mais parce qu'ici, vous trouverez plus que des vidéos. Vous trouverez des rappels de vie. Commentez, écrivez quelque chose, dites-le. Déclarez à haute voix que vous avez entendu l'appel, que vous êtes là, que vous êtes en train de revenir. Écrivez « Je choisis de vivre ». Et quand vous écrirez cela, que ce ne soit pas un automatisme, que ce soit un pacte, parce que le temps continue, inarrêtable, indifférent, implacable. Mais vous pouvez être différent maintenant. Vous pouvez être présent Vous pouvez être entier, entière. Vous pouvez être l'auteur de votre propre existence. Ne vivez plus comme si vous attendiez encore. Vivez comme quelqu'un qui a compris. Et si vous avez vraiment compris, alors on se retrouve dans la prochaine vidéo. Elle sera plus profonde, plus directe, plus vivante. Parce que maintenant, c'est entre vous et le temps. Et il file. Merci d'être allé jusqu'au bout. Ce que vous ferez de cela peut tout changer. À bientôt. Et que ce ne soit pas qu'une suite, que ce soit une transformation.